Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau d'A-News Workwell, votre média d'information sur les nouveaux modes et lieux de travail. Je suis ravi de vous retrouver pour cette table ronde consacrée à la restauration à l'heure du travail hybride. Il faut savoir qu'avant la crise sanitaire, figurez-vous, 57% des salariés venaient déjeuner tous les jours sur leur restaurant d'entreprise. Ils sont seulement 38% aujourd'hui. On a constaté jusqu'à 40% de baisse de fréquentation dans certaines sociétés. De nombreux restaurants sont passés sous la barre des 150 couverts par jour. Évidemment, tout cela a fragilisé le modèle économique qui, dans ce métier, est basé sur ce qu'on appelle le taux de prise, et donc la fréquentation de ces restaurants d'entreprise. À cela s'ajoutent les perturbations des filières d'approvisionnement, la flambée de certaines matières premières et les difficultés de recrutement. Tout ça fait que le métier de la restauration d'entreprise se trouve aujourd'hui dans une situation délicate. Et évidemment, c'est valable autant pour les prestataires, les opérateurs, que pour les clients. Alors, que faire dans ce contexte? Quelles solutions propose le marché? Pour en parler, je suis très heureux d'accueillir Cyril Duguet, fondateur du cabinet de conseil Convergence. Bonjour Cyril. Bonjour. Bienvenue. C'est avec plaisir. Voilà, merci d'avoir accepté mon invitation. Catherine Giesel, directeur Workplace Transformation, je vais le dire en anglais, and Innovation chez Ipsen, et présidente depuis octobre dernier du chapitre français du réseau Coronet. Bonjour Catherine. Bonjour Lionel. Bienvenue. Merci. Un petit mot sur le réseau Coronet, puisque que tu présides, donc je viens de le dire, depuis octobre dernier. Alors je préside en effet, c'est gentil de le souligner, le chapitre français, parce que Coronet Global, en fait, c'est une association globale immobilière internationale, absolument, qui regroupe plus de 11 000 membres dans 50 pays. Et donc j'ai la chance, pendant les 3 prochaines années, de présider cette association sur la France. Qui regroupe qui alors ? Sur la France ou en général? C'est vraiment des professionnels de l'immobilier d'entreprise, tout type. Ça peut être des end-users comme moi ou Manuel, ou encore des personnes travaillant dans des foncières, des promoteurs, des prestataires, etc. Donc c'est très ouvert. Et l'objectif L'objectif, c'est vraiment d'aider à faire grandir l'immobilier d'entreprise dans tous les pays et de partager les problématiques au travers des différents pays, parce qu'on grandit aussi en apprenant ce qui marche bien ou moins bien chez les autres. Donc on a beaucoup d'événements qui sont entre les chapitres, ou il y a un événement chaque année, par exemple, européen, IMIA, qui est toujours en septembre, et l'année prochaine, il aura lieu, l'année prochaine, on est même en 2023, pardon, cette année, il aura lieu, a priori, à Dubaï. D'accord. Voilà. Avec un sujet de prédilection ? Dubaï, le thème, je ne le connais pas encore. Après, on touche vraiment à tous les sujets et on essaye de proposer à nos adhérents des sujets d'actualité, comme tu le fais. Travail hybride, entre autres. Absolument. Ça marche. Merci beaucoup, Catherine. Et enfin, Manuel Martins. Bonjour, Manuel. Bonjour. Voilà, directeur adjoint de l'environnement de travail France. Oui. Chez Danone, là, je bien dit. Parfait. Merci à vous trois. Et donc, Manuel, merci également de nous avoir rejoints, puisque je dois excuser Dominique Delattre, qui était prévu sur cette table ronde. Mais ce sera pour une autre fois. Ne vous inquiétez pas. Et Manuel est un sachant sur ce sujet aussi. Et d'ailleurs, je vais commencer avec toi, Manuel, et avec Catherine également, pour savoir quel constat vous avez fait, vous, sur vos propres sites, par rapport justement au développement de ce travail hybride et à la fréquentation, beaucoup plus fluctuante évidemment maintenant que pré-Covid, et puis par rapport à l'inflation aussi des coûts, puisque j'entends beaucoup parler de la hausse du ticket moyen pour le convive, de l'inflation. Est-ce qu'on reporte ça sur les convives? Qui prend en charge cette hausse? Voilà. Quel constat est-ce que vous faites, vous, sur vos propres sites? Allez, je démarre avec Manuel. Très bien. Écoute, c'est assez proche de ce que tu viens d'exposer. C'est-à-dire qu'il y a une perte d'à peu près 20% de taux de captation, en moyenne. Oui. Bien entendu, tout dépend du contexte de chacun des restaurants. Globalement, un restaurant qui est situé dans l'hypercentre d'une ville perdra moins qu'un restaurant qui est un peu moins centré. Et puis le deuxième constat, c'est que la fluctuation est plus importante selon les journées. C'était moins le cas avant la lutte contre la pandémie. Donc là, c'est le deuxième constat qu'on fait également. C'est les jours les plus faibles, traditionnellement? Oui, traditionnellement, exactement, le lundi et le vendredi, puis les 3 autres qui sont assez forts, avec un mardi qui est plus fort que le jeudi. Mais bon, là encore, ça fluctue pas mal quand même.
Ce que je constate encore également, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler après, c'est que les restaurants qui ne se sont pas forcément remis au goût du jour, qui n'ont pas revu leur cahier des charges dernièrement, eux sont plus en difficulté que les autres, bien entendu. On va dire que sur les 2-3 dernières années, si le cahier des charges n'a pas été modifié, si on n'a pas réfléchi à nouveau le restaurant d'entreprise, on est plus en difficulté que d'autres restaurants qui l'auront fait. D'accord. Manuel, merci Manuel. Catherine Manuel disait voilà, une perte environ de 20%, c'est ça, de fréquentation. Est-ce que c'est ce que tu as constaté ? Oui, on a vraiment, nous aussi, vécu cette perte de fréquentation et surtout, ce qu'on vit et qui est compliqué, je trouve, notamment pour les restaurateurs, c'est vraiment la fluctuation entre le nombre de convives selon les journées. Alors c'est vrai qu'on a eu des vendredis très faibles. Donc c'est pas facile pour un restaurateur de savoir, parce que si jamais en revanche il y a du monde pour une raison qu'il ne connaissait pas, une réunion, que sais-je, et ben du coup c'est très compliqué et on a vraiment un problème derrière, outre de coûts économiques, de RSE. Le but c'est pas de produire pour jeter, donc voilà, moi je fais partie de ceux qui essayent de dire il faut vraiment mettre en place une communication la plus fluide possible avec les restaurateurs, les alerter quand il y a des événements particuliers, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Et puis, sur le point du vendredi, mais là, c'est un sujet travail hybride, se poser les bonnes questions sur comment on fait pour que cette journée soit plus travaillée. Alors, un exemple, qui n'est pas un très bon exemple, mais on a décidé pendant l'hiver de fermer le vendredi le siège. Donc, Ibsen est fermé le vendredi. Du coup, évidemment, il n'y a plus de problème de restauration le vendredi. Donc, le restaurateur, tout est passé sur 4 jours. Donc, du coup, vous, en tant qu'employeur, la participation employeur avec les tranches, il a fallu moyenniser, etc. Donc, ça coûte plus cher à une entreprise, soyons honnêtes, pas forcément aux collaborateurs. Mais c'est vrai que, du coup, on voit une hausse de fréquentation du restaurant sur les 4 jours. Et ça relisse à peu près sur les 4 jours. Ah bon ? Mais bon, oui, parce que du coup, en fait, ceux qui venaient le vendredi jouent le jeu parce qu'on est en France, parce que les gens sont attachés à revenir sur les sites entreprises. C'est pas forcément le cas dans d'autres pays du monde. Et du coup, ça relisse. Mais bon, je suis pas en train de dire que je prône une fermeture le vendredi. Là, c'est vraiment la période hivernale. C'était pour tester, voir l'impact sur le bâtiment, les consommations énergétiques. C'est pas forcément pérenne. Non, ça n'est pas le sens de l'histoire. Surtout que l'objectif, quand on veut être responsable, c'est d'avoir l'empreinte immobilière la plus adaptée à son effectif. Et du coup, il faut qu'elle soit utilisée 5 jours par semaine. Enfin, c'est le minimum. Donc, je serai celle qui s'opposera toujours, autant que je le pourrai, à remettre la journée de travail uniquement sur 4 jours. Parce qu'on fait quoi les 3 autres jours ? Ou alors, on va tous vers des sites mixtes. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Oui, il y a un débat là-dessus. Alors, avant justement de comprendre vers quelle solution on peut aller, je voulais, avec toi, Cyril, qu'on regarde un petit peu ce que recherchent justement les convives aujourd'hui. Parce que tu as mené à travers le Wellness Lab. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que le Wellness Lab ? Alors, le Wellness Lab, c'est le lab d'innovation de Convergence qui est dédié à la santé et le bien-être des collaborateurs, parce qu'on considère que l'humain est important dans l'entreprise et qu'il faut faire attention à lui. Donc, pour faire attention, il faut regarder tous les aspects psychologiques, services et autres. Et donc, nous, on source en permanence, on a un sourcing de start-up et autres, mais on mène aussi des enquêtes prospectives, parce qu'on a la chance d'avoir des clients qui nous permettent de le faire et qui nous permettent d'aller sonder directement le salarié, et donc de ne pas passer par le client forcément, mais toucher directement le salarié qui va vous dire vraiment ce qu'il attend. Donc, ça, c'était intéressant, parce qu'il n'y a pas tant d'enquêtes qui sont faites auprès des convives des restaurants d'entreprise. Vous avez sondé combien de personnes ? Alors, on a sondé 1163 personnes sur novembre et décembre. Et c'est intéressant parce que ce que disaient Manuel et Catherine, on le retrouve, on va dire, sur les sites qui étaient déjà en anticipation versus les sites qui étaient en décalage, parce que ils sont devenus dans des anciens modèles qui ne sont plus adaptés aux attentes des collaborateurs. Donc, donc il y a quand même un sujet autour de l'offre qui est proposée. L'offre aujourd'hui, le télétravail a provoqué beaucoup de nouvelles attentes et d'exigences des collaborateurs, et l'entreprise doit s'adapter et amener des nouvelles solutions. Donc, Alors j'ai été surpris parce que l'un des premiers résultats que tu m'as communiqué, c'est 60% de salariés qui se disent insatisfaits de l'offre de restauration en place dans leur entreprise. Ça me paraît énorme. Alors c'est énorme, oui et non. C'est énorme parce que c'est des sites qui n'ont pas encore muté. C'est-à-dire, quand on le prend, on a fait une palette à la fois de sites, on va dire, qui étaient un peu dans l'ancienne génération, et puis des nouveaux. Sauf qu'on voit bien qu'à un moment donné, ils attendent beaucoup de choses en termes d'offres. Donc du fait d'être insatisfaits, c'est parce qu'ils veulent plus retrouver la classique cantine avec X choix, X produits. Enfin, ils attendent de la qualité et une offre, on va dire,
plus courte. Donc, parce qu'ils se retrouvent sur 2 ou 3 jours dans la semaine, ils retrouvent des collègues, mais ils veulent une offre plus courte. Et on voit qu'ils se reportent du coup. Alors, voilà, ils vont manger à l'extérieur. Voilà, majoritairement, ils vont manger, on voit, vers une enseigne de restauration rapide ou une boulangerie ou dans un restaurant à l'extérieur. Et globalement, on voit que c'est quasiment plus de 60% qui vont à l'extérieur, ce qui veut dire qu'ils veulent se retrouver ensemble. Et donc, ils vont dans une enseigne en dehors du site. Ce qui est dommage, parce qu'on voit bien que les coûts, on parlait des coûts de la restauration. Le but, c'est de les capter, de les garder sur place et qu'ils soient heureux d'être dans leur bâtiment. Oui, bien sûr. Donc, et du coup, aujourd'hui, c'est quoi leurs critères de choix principaux? Alors, ce qu'on a vu, les critères par rapport à l'attente restauration, alors des choses qu'on connaissait dans le passé, mais qui deviennent encore plus on dit exigeants. C'est-à-dire, quand on parle de choix au quotidien, variété des menus, c'est pas le choix, le nombre, c'est la qualité avec une offre beaucoup plus qualitative et courte. Donc, avec du local, du bio et autres, parce que le côté local est devenu important. Il y a le bon rapport qualité-prix, parce que c'est pas parce que on veut manger, on va dire, qualitatif, qu'on veut payer non plus trop cher. Donc, d'où le côté encore social, parce qu'on est en France. Il est important de ne pas oublier, on doit bien manger, et puis c'est une manière aussi de se retrouver ensemble, mais le but, c'est pas de dépenser 15-20 euros. Donc, mais alors, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que le rapport qualité-prix du restaurant d'entreprise était déjà performant et qu'ils veulent garder cette performance. Mais par rapport, s'ils se déportent vers de la restauration de proximité, restauration commerciale, une boulangerie, une restauration rapide, ça veut dire que quoi? Que le rapport finalement aujourd'hui, ils qualité-prix payent plus cher et donc ils vont se plaindre à l'employeur en disant la restauration n'est pas adaptée. Parce que c'est ça ce qui se passe, c'est que s'ils sortent, ils sont pas contents et à un moment donné, ça va remonter côté direction et donc il va falloir que la direction agisse. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de sujets de fond aujourd'hui avec les utilisateurs dans les repenser les modèles de la restauration et des sites, parce qu'il y a on a muté sur le télétravail, mais le télétravail, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a déporté, on va dire, plein de problématiques, dont la restauration, et au fur et à mesure, il y a tellement de problèmes à gérer que la restauration, elle remonte de manière assez... Et les entreprises veulent garder les collaborateurs au travail, donc il faut amener des réponses. On voit à travers votre... Et la qualité des produits, en numéro 3, ce que je disais, c'est la qualité des elle est toujours là. Donc, très bien. On voit aussi la rapidité de service que je pensais arriver beaucoup plus haut pour dire la vérité, au départ, parce que j'entends beaucoup de choses sur les restaurants d'entreprise. On les critique beaucoup souvent pour... Bien sûr, les flux, les files d'attente, le temps d'attente. Alors, la rapidité, il faut toujours passer rapidement dans une distribution. C'est passer plus de temps à table, j'allais dire. C'est vraiment ça l'enjeu. Oui. Par contre, avant, on voulait quand même manger rapidement. Aujourd'hui, on veut manger entre collègues et prendre du plaisir. Donc, c'est plus la même notion de rapidité, de fluidité. Par contre, je ne vais pas passer du temps, on va dire, à aller acheter un produit. Je veux passer du temps avec mon collègue. Exactement. Donc, c'est pour ça que le critère a baissé, alors qu'avant, il était plutôt en tête, la rapidité. Donc, on voit que les choses ont bougé dans les critères. Alors, ce qu'ils aiment, ils ont dit en tout cas, ce qu'ils aiment, ce sont les concepts de food court, le scramble, le self-classique. Alors, c'est quoi le scramble? Alors, en vrai, c'est le traditionnel, je rentre, je fais mon marché, je termine par des caisses, qui est le système historique de la restauration dite collective. Et on voit bien que le food court, en vrai, qui n'était pas aussi bien positionné avant, qui a un peu le côté food hall, très rapport restauration commerciale, de qualité et autres. Et on voit que ça prend du poids. Pourquoi? Parce qu'ils recherchent plus de segmentation d'offres, de produits nouveaux, voire de marques commerciales sur certains sites. Donc, il y a une exigence plus forte. Et le food court, dans l'imaginaire de ces consommateurs-là, est bien le concept qui se rapporte du côté qualitatif et plein de variétés de produits. Voilà, du choix. Alors, dans les préférences alimentaires, on voit que tout ce qui est healthy arrive très haut. C'est ce qui est monté en puissance. Alors, c'est monté en puissance pendant le Covid. Et le côté santé est un vrai sujet de fond et ils veulent savoir ce qu'ils mangent. Dans le LC, c'est à la fois ce que je mange, l'équilibre nutritionnel, enfin, il y a plein de sujets à l'intérieur et c'est celui qui est basculé en tête totale, alors qu'avant, c'était pas forcément le numéro 1. Donc là, une modification. On voit aussi que dans les engagements RSE, numéro 1, c'est privilégié, tu le disais tout à l'heure, les produits locaux, les circuits courts. Ils sont très exigeants là-dessus et ils veulent aussi que l'entreprise soit force de proposition par rapport à ces aspects-là. Lutter contre le gaspillage, privilégier les produits labellisés. Voilà, donc c'est vraiment le trio de tête est quelque chose d'exigeant. Et aujourd'hui, le cahier des charges qu'on disait doit intégrer ça, sinon ça veut dire que vous risquez de ne pas répondre à l'attente de vos collaborateurs. Et combien ils dépensent en moyenne alors du coup? Combien sont-ils prêts à dépenser? Globalement, on est entre 8 et 11. Alors quand je dis 8 et 11, c'est à la fois la partie alimentaire et la partie frais fixes. Donc, mais c'est le prix global d'un restaurant. Et entre 5 et 8, en vrai, ça dépend. Mais également, on voit qu'à 50%, on va tourner entre 5 et 11. Ça va dépendre aussi de la typologie, de plein de choses, de paramètres. Mais ça veut dire que 8 et 11, c'est pas cher au regard de ce qu'on va trouver à l'extérieur en restauration commerciale. Donc, c'est pour ça que la notion de social, elle reste.
et qu'il ne faut pas la négliger. Après, ce qui est intéressant, c'est le moyen de paiement. Et voilà, j'allais dire, Ouais. on ne se pose pas souvent la question du moyen de paiement et j'ai été surpris de la réponse, puisque vous les avez interrogés sur quel est votre ordre, quelle est votre préférence en termes de mode de paiement. Et numéro 1 est sorti le ticket resto. Alors oui, Voilà. parce qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui ont basculé sur le format ticket restaurant pour devenir le moyen de paiement de la restauration, même sur place, Ouais. donc, et pour gérer aussi leur site quand Ouais. ils doivent faire du télétravail. Ouais. Mais en vrai, je dirais que même le consommateur, quand on regarde, enfin le salarié, il a muté dans tous ses modes de paiement. Parce qu'il a commencé à utiliser beaucoup plus le digital pendant la période Covid. Enfin, donc aujourd'hui, même le badge qu'on avait classique, Oui, le fameux badge. Alors. il est devenu ringard parce qu'on voit qu'il est en 4e position. Donc, c'est-à-dire, ils sont prêts à dire pourquoi je ne paierais pas avec mon téléphone, pourquoi je ne paierais pas autrement. Ouais, Ou 4e directement. position, effectivement, Alors qu'avant, derrière la c'était- carte bancaire, derrière le paiement mobile. Donc ça veut dire que ça, c'est très lié à la restauration collective. On voit bien qu'ils sont prêts à rupter les consommateurs dans le moyen de paiement. Ça ne veut pas dire de ne pas avoir de subvention ou d'autres choses, mais c'est d'autres formats. Donc, Et alors, on voit aussi, vous les avez interrogés sur l'espace lui-même, hein, Ouais. l'espace restauration. Vous leur avez demandé est-ce que vous souhaitez que l'espace propose d'autres usages. Et Oui. très majoritairement, ils ont répondu oui, mais spécifiquement sur Ouais. quoi? convivialité, détente. Parce qu'on dit à la fois, ça peut être des espaces de coworking et autres, mais en vrai, le vrai moment, c'est quand je vais manger, c'est vraiment le moment de convivialité. Donc c'est important. Et on voit qu'ils se déplacent en groupe. Parce que quand Oui. on regarde le sujet de avec qui je déjeune, c'est pas un one-to-one, c'est soit 4 à 8 personnes. Donc on voit que c'est vraiment le groupe. Oui. On se retrouve, le côté collectif. Donc c'est des sujets qui sont Oui. très importants. Oui. Et les critères aussi les plus importants pour l'aménagement, vous leur avez demandé. Ouais. Et là, par contre, le résultat est assez en ligne avec ce qu'on constate Oui. pour les bureaux. Puisque pour les bureaux, ce qui compte en numéro 1, c'est l'accès à la lumière naturelle. Et ben pour l'espace de restauration aussi, hein, finalement. Et aussi parce que les restaurants souvent étaient à des zones qui n'étaient pas forcément très qualitatives, qui étaient au -1, qui étaient hier. Or aujourd'hui, il y a une sensibilité à la lumière, à l'acoustique, à tous ces sujets-là. Et souvent, le restaurant n'était pas le meilleur d'un point de vue performance. Mais quand on veut discuter avec un collègue, prendre du temps et du plaisir, il faut être dans un endroit où on peut discuter sereinement, Ouais, sans bruit. Donc 1, lumière, 2, acoustique. Bon, ça, on n'est pas Et des surpris. zones qui ont différentes typologies. Et 3, voilà, différents Plus de la types cantine. d'assises. Plus de la grande tablée, plus de Ah ouais, chaise. le truc, et- tout le monde avec En vrai, le ils même, veulent retrouver ce qu'on retrouve dans l'hôtellerie, dans la restauration commerciale. Enfin, tous les codes de l'extérieur, ils veulent le retrouver à l'intérieur. Très bien, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il faut changer maintenant? J'ai envie de vous demander à tous les trois, à votre avis, désormais. D'abord, allez, la première question un peu provoque, est-ce qu'il faut conserver son restaurant d'entreprise? Alors Catherine, elle va me dire oui, forcément, mais est-ce que, voilà, il faut le conserver à tout prix? Alors, Ou alors, est-ce moi, qu'il je faut- suis convaincue, en effet, qu'il faut toujours une offre de restauration Ouais. sur les sites. Après, selon la taille des sites, évidemment, c'est pas forcément la même offre, on l'adresse pas de la même manière. Pour rebondir sur tout ce que tu viens de nous expliquer, on est très alignés. En fait, ce qu'on voit, c'est que les salariés, les collaborateurs recherchent une expérience et du coup, on se rapproche des codes de la restauration commerciale en entreprise. Donc, c'est une vraie transformation. Et c'est pour ça que les anciennes cantines qui n'ont pas muté souffrent horriblement, puisque ça n'est pas sexy. On ne peut plus avoir une cantine en sous-sol avec une déco à l'ancienne. Et puis même, le terme cantine, on ne devrait même plus l'utiliser. On devrait parler Ouais. de restauration en entreprise. Et d'ailleurs, c'est le l'utilise de mot moins que en nous, on moins, vous utilise. l'utilisez plus, hein. Oui, oui, moi, je parle toujours de restauration en entreprise. Et c'est le driver, à mes yeux, principal pour achever de convaincre, si besoin encore était, les collaborateurs de revenir sur site. Savoir qu'on va passer un moment convivial, où on va bien manger, comme à la maison, dans un lieu sympa, avec ses collègues. C'est tout ce qui nous a manqué, en fait, pendant les temps de pandémie. Et du coup, c'est ça qu'on cherche. Et une entreprise est capable de proposer ça. Même le vendredi, elle a du monde. Moi, j'étais allée faire un tour sur le nouveau site, un nouveau gros siège qui a ouvert l'année dernière, en plein mois de janvier. Il faisait froid. C'était un vendredi. C'est un énorme siège social. Je me suis dit, il n'y aura personne. Mais bon, j'avais été gentiment invitée, donc j'y suis allée. Mais j'ai fait la queue pour déjeuner. Et pourquoi? Parce que c'était bon ce qu'il y avait dans les assiettes, je me suis régalée. Et les gens, on voyait, ils étaient des jeunes, beaucoup, majoritairement, et ils avaient plaisir à être là. Eux aussi faisaient la queue. Donc finalement, quand c'est bon, on est prêt à attendre un peu Donc plus. c'est un outil d'attractivité. C'est un vrai outil d'attractivité, tout comme un bon café, parce que là, on se focalise sur la pause déjeuner, mais en fait, ces espaces sont hybrides parce qu'ils doivent vivre toute la journée. Et se dire que le matin, on arrive, on a un chouette café ou même un bout de petit-déj qu'on n'a pas pu prendre chez soi pour différentes raisons, ou pouvoir retourner prendre un goûter, un snack, et pas avoir des espaces fermés dès 15h ou 15h30 à l'ancienne où il n'y a plus personne. C'est impossible d'avoir un thé si vous avez quelqu'un qui vient de l'extérieur, vous ne pouvez rien lui offrir. Ça aussi, on devrait évidemment rebattre ces cartes-là. Après, je mesure une fois de plus que c'est plus facile pour une grande entreprise que pour une plus petite.
Donc je vais laisser Emmanuel reprendre, mais c'est pour ça que c'est pas forcément la même offre sur tous les sites. Et en plus, leur emplacement, leur localisation dépend en cuisine, délocalisée ou pas. Si vous êtes, moi par exemple, j'ai un site dans le sud de la France, chez Ipsen, on s'est posé beaucoup la question d'avoir une offre de restauration qu'on voulait installer. Moi j'ai challengé en disant, mais il y aura peut-être qu'une 150 couverts maximum par jour. On ne fait plus de cuisine, on ne construit pas un bâtiment neuf avec des cuisines, ça coûte cher et il faut les maintenir. Et finalement, on n'a pas trouvé de solution pour aller partager les cuisines avec les entreprises à côté, pour différentes raisons, notamment de respect de leur zone, convivialité. Ouais. Ou alors, quand on est allé chercher des cuisines déportées, donc plus loin, on nous a dit, mais vous êtes dans la Pampa, même Trop si loin. c'est la campagne, Ah ouais. la jolie campagne du Sud, et c'est trop compliqué de venir, en termes logistiques, ça coûte trop cher, c'est trop compliqué de venir vous livrer des repas tous les D'accord. jours, donc on ne sait pas faire. D'accord. Donc là, il faut trouver des solutions, donc ou reconstruire des cuisines, ce qu'on va faire, mais on prend un risque. Mais là où c'est possible, tu ne serais pas contre, soit partager Ah non, une moi, cuisine, soit le sens de n'avoir l'histoire, qu'un espace de préparation le sens et de se faire l'histoire, livrer. c'est de partager, c'est de mutualiser. Donc à la rigueur, c'est moi qui peux avoir les cuisines et je partage avec les autres, ou c'est l'inverse. D'accord avec ça, Manuel? Oui, ça peut Complètement. être une solution. Complètement. D'ailleurs, c'est l'un des Vous sujets. pouvez envisager. Oui, oui. Ah oui. D'ailleurs, pour rebondir, c'est l'un des sujets dont on parle tout de suite quand on parle de déménagement. La première chose dont vous parlent les salariés, c'est d'abord, bien entendu, la qualité des aménagements, derrière la restauration et ensuite le parking. Et on voit bien que la restauration, c'est un élément marquant d'attractivité, quel que soit le bâtiment où on va. Donc là, moi, je suis à 100% d'accord avec ça. Et ensuite, bien entendu, il faut adapter le restaurant en fonction de la région, encore une fois, de l'éloignement avec le centre. Et quand on peut le faire, pour moi, l'idéal, c'est 3 espaces un petit peu différents. C'est-à-dire quelque chose qui se rapproche de la vente à emporter rapide, parce qu'on n'a pas le temps, qui du coup est ouvert sur un laps de temps plus grand. Ensuite, de la restauration, tu as parlé du scramble, mais en tout cas, où il y a le choix. Ça peut être aussi un choix resserré, mais différent chaque jour. Donc là, on est bien sur une offre plus complète où on prend un bon moment ensemble. Je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et enfin, un 3e endroit qui pourrait être quelque chose de plus servi à table, qui va aller sur d'autres codes comme la RSE ou alors, voilà. On va être sur quelque chose qui va être plus ciblé. Et quand on a ces 3 offres-là, là, on peut commencer à concurrencer par rapport à l'extérieur. Ce que tu dis, c'est qu'il faut diversifier un peu les offres. Oui. Ça, OK. Tout à l'heure, tu parlais aussi des sites ou des restaurants qui se sont adaptés ou pas aussi dans leur offre. Tu pensais à quoi exactement? En fait, tous ceux qui n'ont pas remis en question leur offre depuis 2020 sont en danger. C'est ceux-là. Leur offre sur quoi, en fait? L'offre de restauration. Ouais. Donc, ce qu'on se disait tout à l'heure avec une offre pléthorique où il y a 6 plats et donc du gaspillage alimentaire, parce que maintenant plus personne n'est dupe, c'est plus quelque chose qui plaît. Ça a beaucoup plu par le passé, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, ce qui plaît, c'est une offre resserrée et on va avoir par exemple une offre végétarienne ou une offre flex, plus une offre poisson, une offre viande. Et là, si c'est bien animé avec un chef, expliqué qu'il y a une animation récurrente et de la variété, là, on va avoir un restaurant qui fonctionnera très bien. Et on te demande vraiment plus, on l'a vu dans les résultats de l'étude de Cyril, vraiment plus de produits locaux. On te fait cette demande-là du produit local, bio, enfin... Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est très difficile à mesurer. Pendant des années, et Cyril me contredira pas là-dessus parce qu'on a travaillé ensemble là-dessus, on faisait un appel d'offres, on demandait donc à un des acteurs du marché de s'engager, et donc on avait un certain nombre de menus, mais bien entendu c'était très compliqué de mesurer le petit poids qu'on allait servir au mois de mars dans 3 mois, de savoir s'il était bio, local ou pas. Donc aujourd'hui on a des outils qui permettent de mesurer ça, et notamment Convergence, je sais que vous avez mis en place un outil qui permet de le tracer, c'est très bien. Et donc cet engagement vis-à-vis des collaborateurs, j'insiste, sur à la fois du local, peut-être du bio, je laisse chacun aller dans le sens de l'histoire, et puis également RSE, c'est-à-dire est-ce que je fais des efforts sur le gaspillage alimentaire, je limite au maximum, est-ce que je suis capable de réadapter ce qui n'aura pas été consommé le lendemain, parce qu'on arrive à faire des choses très bien maintenant. Et bien tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement challengées en interne. D'accord. Cyril, en écoutant Catherine et Emmanuel, je me dis,
que ça bouleverse quand même un peu, même pas mal, le business model traditionnel des opérateurs. Est-ce que le modèle qu'on voyait avant, là, qui était classique sur cette offre traditionnelle assez large, bon marché, avec le taux de fréquentation qui est très important, le taux de prise qui compte beaucoup dans l'équilibre financier de l'ensemble. Est-ce qu'il est mort, il est mis à mal et comment on le fait évoluer du coup? Comment réagissent ces opérateurs? Alors, ces opérateurs étaient sur un modèle, ce que j'appelle un modèle de gestion. Moi, je suis un ancien, donc je connais bien le modèle, où globalement, ils étaient sur un immeuble, ils disaient je vais capter 50, 60%, parce que globalement, sur l'année, ils savaient ce qu'ils faisaient en moyenne. Oui. Tout ce qui s'est passé depuis la période Covid télétravail fait qu'avec les grosses fluctuations qu'on a, etc., c'est devenu très compliqué et on a vu des déperditions de captation. Donc, ils devaient passer à l'ère du commerçant, j'allais dire. Mais commerçant dans le bon sens du terme. Le but, c'est pas non plus de taper le client et non, mais c'est de dire à un moment donné, il faut aller chercher les consommateurs. Et pour les chercher, ça passe par une offre qui va répondre à leurs attentes et de qualité. Donc c'est ça l'enjeu, il est là-dessus, il faut les challenger là-dessus. Ils savent faire plein de choses bien en back-office, mais à un moment donné, il faut sortir de sa zone de distribution. On doit aller en salle, discuter avec les gens, on doit savoir si c'est bien, pas bien, parce que sinon on fait son train-train quotidien et on ne peut plus faire le train-train quotidien du jeu. C'est ça qui les bouscule, parce que ils se sont pas mis dans une approche commerçant. Il y a plein d'acteurs nouveaux qui sont arrivés, des acteurs alternatifs qui ont ce côté commerçant, qui ont même des outils digitaux qui arrivent à tout savoir ce que mange chaque consommateur en détail, ce qui est scotchant. Alors que les restaurateurs avaient des systèmes d'encaissement avec aussi des profils consommateurs et qu'ils ne l'ont jamais exploité. Oui, c'est vrai. Donc ça veut dire qu'à un moment, ils ont plein de choses, ils ont plein de capacités à le faire, mais c'est sûr qu'ils ont été bousculés parce que c'est des machines aussi plus complexes, mais qui, par contre, qui ont des forces de frappe plus fortes pour y arriver. Donc, parce que c'est aussi, comment dire, dans le business model, il y a quand même des investissements importants, il y a des équipes. Et qu'il faut aussi, qui doivent être là toute la semaine. Je me pose la question quand on ferme, par exemple, le vendredi, qu'est-ce qui se passe avec ces équipes? Alors, comment on réagit? Il y a plein de choses qui se sont passées, parce que nous, on accompagne vraiment sur le change, sur ces aspects-là. Notamment, moi, je dis toujours, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 ans? Il y a 3 zones qui ont explosé. Vous aviez la zone back-office. La zone back-office, il y a plusieurs possibilités. Soit vous dites, je fais une cuisine d'assemblage, donc je me fais livrer d'un labo traiteur. Soit ma cuisine, elle me sert à faire de l'export à l'extérieur pour faire du commerce à l'extérieur, avec plein de choses, avec des acteurs qui sont prêts à louer une cuisine pour faire de l'export. Donc, ou je considère que je fais une cuisine sur place pour les consommateurs ou un hybride. On voit qu'il y a plein de schémas sur le back-office, ce qui n'était pas le cas avant. Ah oui. Les clients sont beaucoup plus ouverts aussi à évoquer ce sujet-là, parce que les inflations, plein de choses, plein de coûts. Donc, c'est comment aussi je peux sécuriser l'exploitation avec de nouveaux formats. Ensuite, il y a le point de vente. Le point de vente, il n'est plus forcément collé à la cuisine, il peut être multi-point de vente. C'est ce que tu disais. Il ne faut pas penser une cuisine collée à une distribution, collée à une salle à manger. Donc les points de vente peuvent être aussi multiples, il y a du surplace à emporter et autres, et vous avez le point de consommation qui n'est pas toujours au même endroit. Donc aujourd'hui, ça veut dire qu'on a une possibilité de travailler différemment, et avec aussi des acteurs en fonction de la taille du site différents. Le but, c'est qu'il y a de la complémentarité d'acteurs aujourd'hui, parce qu'il y en a qui sont très forts sur des offres, des concepts très pointus. On parle des frigos connectés, ceux qui sont historiques sont très forts là-dessus, versus même si les opérateurs, les gros le proposent, ils n'ont pas tout le travail de fond qui a été fait par ces startups-là. Donc, moi, je pense qu'il y a plein de choses à faire, à remodéliser même le modèle d'exploitation. Les tickets restaurants sont arrivés. La manière d'acheter une prestation est différente. Donc, en vrai, il se passe beaucoup de choses. Il n'y a pas de modèle type, je dirais, qui sort, mais il y a plein de choses qui bougent parce qu'il y a beaucoup de freins qui sont tombés sur le sujet. Est-ce que néanmoins, il y a des restaurants, des sites qui avaient des restaurants et où maintenant, c'est plus possible? Alors, oui, parce que le taux de fréquentation globalement, fait que je vais donner une taille, c'est rentable. En dessous de 15 000 mètres, avant c'était en dessous de 10 000 mètres carrés, en dessous de 15 000 mètres carrés, le coût d'exploitation de la restauration peut vite coûter cher. Donc en vrai, il y a des choses qui se sont passées. C'est soit je suis passé sur du format de restauration hybride, avec la livraison de labo traiteur, etc. Soit je suis passé sur des lieux de vie, barista, coworking, avec frigo connecté, avec des mixités d'usage. En vrai, le but, c'était de dire comment je remodélise pour créer de la vie, pour que les gens, ce ne soit pas des mètres carrés qui ne servent pas à part le midi, et comment je fais aussi en sorte de réduire ce coût global en amenant plus de services. Donc, ces immeubles, en vrai, c'est surtout ceux qui étaient en dessous de 15 000, qui faisaient 400 couverts avant, qui sont passés à 250 couverts, qui ont dû se repenser fortement versus les autres où c'était d'autres problématiques avec le vendredi et autres. Mais c'est en dessous de 15 mètres carrés. Il faut se poser des vraies questions de fond sur le modèle d'exploitation. Voir du service à table pour gérer aussi plus à un moment donné. Enfin, il y a plein de choses qui sont arrivées sur cette approche-là. Manuel, tu disais tout à l'heure que tu avais mené justement un projet, c'est sur un de vos sites les plus récents.
Justement, donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce pourquoi vous avez opté, ce vers quoi vous êtes allé, et du coup, comment ça s'est passé avec justement les opérateurs, et peut-être aussi en interne, quelles ont été les résistances éventuelles, ou qu'est-ce qu'il a fallu faire pour convaincre de passer sur un nouveau nouveau modèle? Alors, les résistances en Déjà, interne... qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez groupe de travail mis en place avec, bien entendu, les élus, donc une représentation la plus large possible pour inventer un concept. Alors, je suis très conscient d'être particulier, puisqu'on a sur notre fronton apporté la santé au plus grand nombre par l'alimentaire. Forcément, je ne peux pas avoir le même restaurant que tout le monde. Je vais ajouter quelque chose. Je trouve qu'on a eu beaucoup de difficultés par le passé à construire des choses singulières. Et là, depuis 3-4 ans, on a maintenant des acteurs qui sont très ouverts. Et donc ça, il faut le reconnaître. Une évolution, des prises de conscience qu'il fallait bouger. Okay. Et y compris sur des choses très ancrées pour eux, les mercuriales, enfin les centrales d'achat, enfin vous voyez, des choses qui normalement sont des autoroutes de fonctionnement et on n'y touche pas. Là, on est prêt à rebattre complètement les cartes. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement challengeant pour nous. On est ravis d'avoir ce type de discussion. Donc ça, il faut le dire, les acteurs sont maintenant complètement ouverts à la discussion et c'est très intéressant. Alors, donc du coup, on a lancé un appel d'offres dans les années 2020. L'idée, c'était de mettre en place en 2021 une nouvelle offre de restauration. Donc, comme je l'ai dit, on le prépare bien en amont, on le discute, on bâtit un cahier des charges. Et donc, une fois que l'ensemble des acteurs ont proposé leurs offres, ce qu'on a réussi à bâtir, c'est ce que je disais tout à l'heure, 3 espaces de restauration différents qui apportent une complémentarité totale. Et j'insiste sur la complémentarité, parce que l'idée, c'est vraiment pas d'opposer les uns aux autres, voire de se cannibaliser les uns les autres. Je vous dis ça parce que dernièrement, par exemple, j'ai rajouté du tech, donc plutôt des frigos connectés. Et donc là, on est sur du 100% bio, parce que j'estimais que c'était complémentaire à l'offre qui existait déjà. Et donc, ça s'adresse à du corpo working, donc à des gens qui vont sur différents sites, où ça s'adresse au télétravail. Demain, je ne serai pas sur l'espace de travail. J'emporte le repas avec moi, je pourrai le consommer chez moi. J'ai la subvention. On est sur une continuité, une complémentarité. Et c'est très bien compris par les restaurateurs. Et donc, les 3 espaces ou les 3 concepts dont tu parles, rappelle-nous, c'est... Donc, de la vente rapide. Donc on est sur quelque chose qui peut se rapprocher de la boulangerie dont tu parlais ou de certaines enseignes qu'on voit un peu partout et qui fonctionnent très bien. Je ne vais en citer aucune, mais vous avez tous compris, du deli. Donc on peut déjeuner rapidement, seul, sur une plage horaire peut-être un peu plus large. Il nous est tous arrivé d'arriver à 14h15 en se disant « zut ». J'ai raté l'heure, et bien là, on a encore une offre qui est intéressante. Ensuite, on va avoir l'offre plutôt réduite, mais de très bonne qualité. Et enfin, on avait un 3e espace qui, lui, est vraiment l'espace anti-gaspi. Donc là, tout ce qui n'a pas été consommé au restaurant, il y a 0 déchet, 0 gaspillage alimentaire sur le site, et retravaillé par un chef. Donc on a bien un chef qui incarne cet espace et qui fait un service à table. Et donc on a un menu complet, entrée, plat, dessert, composé par le chef. D'accord, ok. Et un taux de captation de 92%. C'est le résultat. C'est énorme. Alors moi, c'est la première fois que ça m'arrive. Autour de la table, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, non. Et donc, on peut frôler les 80%, être en moyenne à 80-85% dans les restaurants qui fonctionnent très bien, mais capter au-delà de 85%, c'est très rare. Et là, on est à 92%. C'est très bien. Tu règles ton problème de fluctuation de la fréquentation dans la semaine? C'est-à-dire, est-ce que le vendredi ou le lundi, où tu as moins de fréquentation, tu peux adapter? C'est justement un site qui va fermer le vendredi. Ça commence à fermer vendredi 20 janvier. Mais pour des raisons écologiques. Une raison, voilà, ok. Écologique et il faut être honnête, de fréquentation le vendredi. Le vendredi, on était parfois à 15% de fréquentation du bâtiment, ça n'a pas de sens. Et donc, on va fermer pour une période où on fera un bilan à la fin et on regardera, mais il est évident qu'on ne peut pas continuer à avoir une consommation normale du bâtiment avec aussi peu de fréquentation. Et alors, nous, on a préparé pendant 3 mois, parce que ça fait un moment qu'on a pris la décision,
pendant 3 mois, et donc 70% des emplois de la restauration ont trouvé une solution. Ah, voilà, ok. Il y a eu un accompagnement. Il y a eu un accompagnement, donc on est déjà assez fiers d'avoir trouvé, pour 70% de la population, honnêtement, 3 mois en arrière, tu m'aurais posé la question, je t'aurais dit, c'est très très mal parti. Et la première fois que j'ai pris la parole devant les différents métiers du FM, c'était vraiment pas facile, c'est challenging. Mais 70%, j'estime que c'est très bien. Et on en a fait une opportunité. C'est vraiment comme ça qu'il faut le tourner. Il faut qu'eux aussi, on arrive à trouver une fiche de poste qui leur permette soit d'avoir un jour de repos, soit, parce que pour certains, je sais qu'on ne trouvera pas de solution, les plongeurs par exemple, et là on va essayer de travailler avec des maisons de retraite locales qui permettront de pouvoir prendre ces personnes-là le vendredi. Donc on est vraiment sur quelque chose de fond. D'accord. Catherine, Manuel parlait de cette offre du 85%, là, ça fait rêver, les 92%, voilà. 92, pardon. Oui. Et Manuel parlait aussi d'un peu d'acteurs de la food tech, de frigo connecté. On connaît beaucoup d'acteurs depuis quelques années, les Foodles, Food Cherry, je vais en citer les Pop Chef, Fresh Cancan. On a Bocalon Boucle, Frichti, Popote. Est-ce que j'en oublie? Il y en a oui, sûrement. Sur le marché. Il y a Bolk aussi. Bolk, dans le côté cobot. Voilà. Ouais. Donc, la cuisine robotisée. On est dans le cobot. Qu'est-ce que tu penses de cette offre-là? Elle vient en complément. Il y a certains sites que j'ai visités récemment où ils sont présents, très présents. Il n'y a que cette offre connectée. On voit certains qui se disent non, mais finalement, il faut que je ramène un petit peu d'humain. Bon, comment tu te positionnes par rapport à ces offres? Ce sont des vraies offres, plutôt complémentaires en effet, à mon sens. Après, c'est vrai que sur des petits sites, ça le fait bien. Pour avoir beaucoup visité certains sites de ces acteurs que tu as cités, oui, ça fonctionne, on mange plutôt bien, c'est bon. Oui. Je trouve ça très chouette. Dès qu'on adresse des sites un peu plus grands, c'est pas très simple d'avoir que ça. D'ailleurs, eux-mêmes se challenge pour avoir souvent du coup la proposition d'une personne sur place pour animer, pour notamment avoir un corner salade où les gens peuvent avoir une interaction humaine et puis choisir, etc. Donc ils se challenge eux-mêmes parce que voilà, forcément, dès qu'il n'y a plus d'humain, selon la taille du site, il manque quelque chose. Mais donc, quel est l'intérêt, en vérité, de rajouter cette offre-là? Si, par exemple, aujourd'hui, et je pense que Cyril le dira, quand il n'y a plus d'appel d'offres classique de restauration. De toute façon, forcément, on ajoute cette partie-là, ne serait-ce que parce que si demain, il y avait une nouvelle pandémie, il faut qu'on puisse replier la restauration en mode justement comment on gère, éviter peut-être d'avoir à fermer comme on l'a fait. Je suis pas sûre que ni le gouvernement ni nous ne serions prêts à revivre la même chose. Et du coup, voilà, comment on adresserait ça? Et du coup, forcément, les opérateurs classiques et les nouveaux de la food tech ont à travailler ensemble pour permettre justement de pouvoir adresser ça. Et puis, en fait, on l'a tous dit, on vient chercher une nouvelle expérience. Et d'ailleurs, dans tous les nouveaux bâtiments, tout ce qu'on voit, les nouveaux projets qui sortent, les espaces de restauration sont divers et éparpillés dans le bâtiment. Ouais. Évidemment, on l'a dit, c'est fini au sous-sol, plus personne ne veut aller vivre ça, c'est la punition. Et aujourd'hui, d'ailleurs, justement, le collaborateur, le salarié, il est assez libre en fait. Donc du coup, si c'est pas bien, il y va pas. Alors il râle, il va le dire, mais il y va pas. Donc un restaurateur qui cuisine pas bien et qui en plus aurait la malchance d'être dans un espace tout pourri, c'est double punition. Donc forcément, il faut rejouer là-dessus. Et je le vois, un siège social tout près de tes studios, qui a ouvert il n'y a pas très longtemps, il y a plusieurs espaces de restauration. Il y en a un au dernier étage, il y en a un plutôt vers le rez-de-chaussée, il y en a un au milieu d'étage. Enfin, au milieu il y a 7 ou 8 étages. Et c'est assez incroyable. Il n'y a pas forcément, je pense, des cuisines à chaque endroit. Non. Il y a même parfois des fours à pizza qui font leur apparition. Il y a un vrai pizzaïolo, parce que le président était très sensible. Absolument. Bon, là, on va finir par dire qui c'est, mais il faut pas le dire. Voilà. Mais voilà, il y a eu un casting pour choisir le pizzaïolo. C'est pour montrer l'impact de la restauration et l'appétence, aussi bien parfois de la direction que de tous, de vivre ça. Alors après, je suis obligée, avec le job global que j'ai, de dire que c'est quand même pas que français, mais quand même très français. Ça ne veut pas dire que c'est pas partagé ailleurs, hein, loin de là. Tout le monde aime avoir un super espace de convivialité pour partager les repas ensemble. Je le vois sur notre site à Boston, à Cambridge. Il n'y avait pas de restauration sur place, parce que ce n'est pas un très grand site, mais il faut revenir. Enfin,
les gens reviennent notamment parce que voilà, il y a une super application qui a été mise en place. Ils commandent à l'avance le repas qui va être livré sur le site au moment du déjeuner. Et ils se retrouvent tous au même moment parce que le livreur arrive avec voilà, tous les repas. Et du coup, finalement, c'est l'opportunité pour eux de se retrouver, de se voir et de se dire « Ah, t'es là, finalement, on déjeune ensemble, etc. Ouais. » Donc, il y a plein de trucs qui marchent en fait. Cyril, sur ce sujet justement donc, des opérateurs de food tech, donc, quel est l'avantage et aussi quelle est leur limite? Parce que j'entends quand même aussi, vous me parlez quand même beaucoup d'expérience, vous me parlez d'humain, vous me parlez de partage. Et voilà, qu'est-ce qu'apportent ces acteurs? Alors, ce qu'apportent ces acteurs, déjà, ils ont amené de la logistique, de la technologie que ne savaient pas faire les gros opérateurs. Ils ont été très vite sur ce schéma-là, tout en ayant une exigence sur la qualité du produit. Et c'est vrai que la période Covid, où ils ont performé par rapport aux gros opérateurs, parce qu'ils ont amené des réponses là où il y avait un vide, les clients se sont rendus compte qu'il y avait de la qualité quand même dans ces frigos. Donc, il faut le reconnaître là-dessus. Et leur grande force, c'est qu'ils savent parler aux consommateurs en direct. Quand je dis ça, c'est que quand un consommateur consomme badge, etc., il identifie, il prend tel produit. Donc, à un moment donné, on voit qui est le consommateur qui consomme beaucoup tel produit, voire même les produits qui ne sont pas consommés. Donc, ils sont en capacité, derrière, de supprimer une ligne de produits. Enfin, on parle, moi, je discute beaucoup avec eux. Donc, ils sont capables d'adapter leur offre en fonction du besoin du consommateur. Et le gros consommateur, ils lui disent, le mois prochain, on va tester un produit, on te l'offre, tu viens dans le frigo, tu le prends. Et donc, ils parlent directement au consommateur. Ils chantent un peu, je dirais souvent la commission restaurant qu'on avait avant, les trucs classiques. Et je trouve qu'ils personnalisent, on est capable de personnaliser. Oui, ils sont capables de personnaliser parce qu'ils ont une data qui est impressionnante. Moi, j'étais scotché parce que ils ont été très vite sur ces aspects-là. La limite du modèle, c'est qu'à un moment donné, le digital, c'est bien, mais l'humain, c'est mieux. C'est-à-dire que même, il peut y avoir des problématiques, parce qu'un frigo peut tomber en panne, il peut se passer plein de choses. Et c'est toujours bien d'aller se plaindre à quelqu'un ou d'aller discuter avec quelqu'un. Et donc, la limite du modèle, c'est qu'à un moment, sur les petits sites, le risque, c'est qu'il y ait une bonne consommation des parts, etc. Mais à un moment donné, ce lien humain baisse. C'est pour ça qu'on a maintenant des sites très hybrides où on mélange l'hospitality avec la restauration pour garder l'humain, le côté barista. On voit des choses. Moi, je développe plein de modèles sur ces petits actifs qui vont répondre. Et je dirais qu'on a, pour parler, parce que je travaille au Belgique et en Suisse en ce moment, sur des sujets pareils d'immeubles avec cette offre-là, et on voit bien que la restauration, alors on ne se consomme plus pas de la même manière en fonction des pays, mais que cet enjeu restauration, il est important, il faut amener des choses sur l'immeuble, ou même faire venir la restauration du quartier dans l'immeuble, l'appli digitale, le barista, enfin ces sujets-là, on les retrouve quand même dans les autres pays pour amener des réponses, parce qu'il faut amener quelque chose aux collaborateurs pour le faire revenir aussi au travail. Donc aujourd'hui, allez, si tu avais un directeur de l'environnement de travail et qui est en pleine interrogation sur l'évolution de sa restauration d'entreprise, tu lui conseilles quoi? Je lui conseille, en fonction de son site, d'abord de partir de l'existant, de bien comprendre, entre guillemets, c'est quoi l'offre et d'aller monter des groupes projets, travailler avec ses collaborateurs, parce que c'est, entre guillemets, c'est les salariés aussi qui ont une partie de la réponse. On le voit bien quand, si on les questionne pas, on n'a pas le retour, on ne sait pas que sa restauration est has-been, entre guillemets. Bien sûr. Donc, je dirais qu'il y a ce sujet-là de bien comprendre le collaborateur et après de travailler sur une redéfinition de son cahier des charges, qui est de dire, ça peut être un lieu de vie où il y a de la restauration, c'est pas qu'un lieu de restauration, mais on va adapter en fonction de la taille de son actif sur du multipoint ou enfin voilà, c'est ça qui va permettre d'être l'écart type, voire même des nouveaux formats de restauration, parce que quand on écoute le consommateur et qu'on se pose des questions, on se dit mais est-ce que je pourrais pas faire différemment? Comme le siège social à côté qui avait une restauration avant classique et qui a transformé sa restauration dans son nouveau siège. Donc, et je dirais qu'il y a une hyper-segmentation qui se développe de plus en plus en fonction aussi du positionnement de l'immeuble, etc. Quand on fait du très prime, moi je pense, j'ai mis les tables de taille-vent sur des trucs très hôteliers. Enfin, on voit bien qu'aujourd'hui on est capable de faire beaucoup de choses, mais il faut partir d'abord de sa typologie de consommateur, d'écouter l'entreprise et de modéliser et adapter. Bon, c'est ce qu'on dit, plus d'ouverture. Exactement. Et je vous écoutais sur votre dernier projet. On l'a vu aussi dans l'enquête. Il y a aussi une attente pour que cet espace ne vive pas que entre midi et 2, mais serve aussi. Vous avez fait des espaces comme ça aussi qui sont modulables et hybrides. Absolument. L'espace que je mentionnais là pour Ipsen dans notre usine au sud de la France, à Signes, on fait construire donc au sein de l'usine un nouveau petit bâtiment qu'on appelle à date, qui va s'appeler le Cabanon d'ailleurs, mais bon, qu'on appelle pour le nom du projet au début, c'était le centre de vie. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est pas que de venir y déjeuner, c'est d'y vivre toute la journée. Donc, il va servir à la fois de cafétéria, de lieu de vie, d'endroit où on pourra rassembler tous les collaborateurs de l'usine plusieurs fois par an pour faire des événements, partager des informations importantes. Donc,
C'est ça qui est sympa, c'est qu'on design vraiment un espace pluri-usage avec évidemment au moment du déjeuner ce temps fort de restauration très clairement. Moi je rajouterais un point à ce qu'il faudrait conseiller au DET. Alors c'est peut-être pas qu'au DET, c'est aux services éventuellement achats qui peuvent exister. C'est que c'est très important en fait cette pause, on l'a dit. Et voilà, je pense qu'il faut être prêt à investir dans certaines entreprises parfois grande, hein, c'est encore un sujet un peu tabou où on se dit quand même ça coûte cher, on peut pas, etc. Mais voilà, je suis convaincue que voilà, en termes d'attractivité, en termes de bien-être, en termes de santé, enfin on sous-estime tout l'immatériel concret et parfois en fait on peut être surpris parce que oui on va peut-être payer plus cher sur la restauration, mais finalement on a peut-être d'autres postes de dépenses qui vont diminuer. Par exemple, je le dis parce que je l'ai vu, des notes de frais de restaurants, de gens qui allaient beaucoup à l'extérieur et qui peut-être iront beaucoup moins parce qu'ils auront plaisir à déjeuner sur site. Et en plus, ils seront en train d'interagir avec les autres collaborateurs. Donc c'est vraiment du win-win et on oublie souvent ça. Et voilà, l'équation, elle doit être à 360 degrés. Non mais je suis d'accord parce que moi qui travaille aussi avec les achats, les grands comptes, on leur explique des choses parce qu'à un moment donné, c'est pas du cost killing, c'est faut le regarder dans sa globalité. Et je prends l'exemple, par exemple, l'État de Taïwan qui est 16 Matignon et même Carré Concorde qu'on a ouvert sur le même positionnement de très haut de gamme. Les clients reçoivent leurs clients directement dans l'espace de restauration parce que c'est tellement qualitatif. Donc les dépenses, tous les frais qui étaient avant dans les restaurants sur un budget qui est hyper compétitif avec Taïwan, avec la cave de Taïwan, avec les produits qu'on connaît. Ils sont fiers, entre guillemets, fiers de recevoir sur leur lieu et ça fait des vraies économies au global. C'est un chemin presque un peu inverse de ce que j'ai entendu ces dernières années. On supprimait les clubs haut de gamme, on trouvait que c'était trop cher, etc. Et finalement, on revient. C'est pas un club, c'est pas l'idée du club élitiste, c'est vraiment. On redéfinit, mais c'est vrai qu'on a supprimé les clubs à l'époque. Que le club. La difficulté d'avant, c'était. En fait, on a tellement upgradé qu'il n'y avait plus que ça. Là, l'important, c'est l'attractivité du site. Et je suis entièrement d'accord avec ce que j'ai entendu. Il faut investir parce qu'on va le retrouver au centuple sur ensuite la présence et donc le fait d'être en lien avec les autres et donc plus productif, bien entendu. Donc tout ça, pour moi, c'est complètement logique. Donc là, on est bien sur quelque chose qui est complémentaire et non pas suffisant, autosuffisant comme on a pu le connaître par le passé. Un petit sujet justement autour du télétravail, vous en avez parlé les uns et les autres, autour des modes de paiement ou de la RSE. Le télétravail, quelle offre de restauration du coup vous proposez pour les télétravailleurs ? Là, je viens de la mettre en place. C'est donc du coup l'offre Bocal en boucle. Je me permets de le dire, donc, parce que c'est avec eux que je l'ai travaillé. Et donc là, on a bien une offre complémentaire parce que 100% bio. Parce que la subvention d'entreprise est donc possible le jour J pour le lendemain. Donc c'est bien ce qu'on a donc là, c'est les frigos connectés où les collaborateurs partent le soir, c'est ça, avec leur... Exactement. Donc il y a bien entendu tout ce qu'il faut pour pouvoir transporter correctement le repas. Pas de problème de chaîne du froid. Pas de problème de chaîne du froid. Et alors, il faut vraiment s'intéresser à ces entreprises de la food tech, que ce soit Bocal en boucle ou d'autres, ils font tous très bien leur travail, parce que ce qu'ils arrivent à faire avec la data, c'est remarquable. Donc le moindre degré perdu, le moindre risque, on peut tout de suite arrêter la distribution. Le moindre bocal qui serait ébréché, on arrête la distribution immédiatement. On est capable de renseigner sur l'ensemble des allergènes sur tel ou tel produit. On est capable de savoir ce qui te plaira, parce que à force de voir ce qu'on a distribué, et toi en particulier, on va savoir que tu adores les flancs, et donc il va y avoir une offre flanc à tel étage. Comment tu le sais? Je suis vraiment traqué là. Et ça, c'est super riche, vraiment. C'est pour ça que je parle de complémentarité, parce que là, on va jusqu'à l'individu, ce qui est quand même plus complexe à faire. Moi, je compare souvent un chef à un DJ. Mais c'est ce qui est attendu apparemment, une attente de personnalisation. Le chef, il va faire en sorte que tout le monde se lève pour aller choisir les différentes offres qui sont présentes. Et donc, il va à chaque fois taper dans le mille pour avoir 90-95% de taux de captation. Là, on va avoir quelqu'un qui va faire la juste mesure
pour quelqu'un qui vient régulièrement dans un espace cafétéria extrêmement cosy. Et comme c'est toujours les mêmes personnes ou souvent les mêmes personnes, on va aller leur faire plaisir. Et ça, c'est intéressant. Ouais, carrément. Mode de paiement, j'ai vu que le ticket resto était très attendu. Est-ce qu'on peut voir se généraliser le ticket resto, y compris dans les restaurants d'entreprise? Alors, je dirais oui et non, parce qu'après, il y a plein de choses, il y a plein d'autres contraintes, d'autres choses, mais la réalité, c'est que la facilité pour un DET, c'est de dire, pour gérer le hors-site, je vais donner un ticket restaurant, comme ça, je ne me prends pas la tête sur le site. Parce que toute la logistique est complexe, faut être très clair, faut faire l'effort. Et donc, si je le fais, est-ce que j'ai pas intérêt à dire, ça devient le moyen de paiement sur mon site? Ça ne veut pas dire qu'on enlève ce côté restauration sociale autre, mais c'est de dire, je vais l'utiliser, parce que comme ça, c'est plus facile pour moi, plutôt que d'avoir le badge, plutôt que d'avoir de système, j'ai ce ticket restaurant-là, avec le risque d'évasion. D'où le fait de dire il faut passer de la gestion au commerce pour le restaurateur. Il va falloir qu'il aille capter chaque individu et donc le comprendre et donc utiliser la data. Enfin, c'est pour ça que je dis qu'il y a des vrais enjeux, ils en sont capables, mais il faut qu'ils se challengent aussi sur ces aspects-là. Aspect RSE, Catherine, vous travaillez dessus, réduction des déchets, réduction de l'empreinte carbone. On travaille, comment bien ça se sûr, travaille on travaille tous là-dessus. On challenge les restaurateurs et puis même chaque employé est censé être éco-responsable. Après, ça me permet de rebondir. Oui, on a tous envie d'avoir une assiette qualitative, savoureuse, raisonnée, locavore, etc. En fait, ça fait partie de la recherche de sens globale qui est celle en fait, que tous les collaborateurs aujourd'hui mettent en avant. Donc le sens, il n'est pas que sur l'activité de l'entreprise, il est sur ses actions au quotidien. Donc c'est le geste d'aller soi-même trier et jeter ses déchets. Il n'y a plus de poubelles individuelles. Et de la même manière, à la cantine, dans les restaurants d'entreprise, on peut avoir déjà le premier geste de bien trier tous ces déchets. Et puis je pense que Manuel... pour avoir en plus testé sur place, oui, le concept de restaurant sur site capable de recuisiner le lendemain à partir des éventuels restes alimentaires de la veille, on est... Vous avez testé ça, c'est ça On l'a mis en place. On l'a mis en place, ça fonctionne très bien. C'est même l'un des endroits... Alors, il y a un menu donc unique, entrée, plat, dessert, avec un forfait. Qui est aux alentours de 6 € et quelques, donc avec la subvention employeur, on est sur les créneaux dont tu parlais tout à l'heure, mais forcément un petit peu plus cher, parce que c'est servi à table, donc on a un peu plus de personnel que sur les autres sites, et donc ça remonte le ticket moyen. Il y a un taux de prise sur ce qu'on a appelé la place du village qui est fort, et donc les gens, non seulement sont contents d'être servis à table et d'avoir un menu qui est très sympa, mais en plus, ils sont contents de participer à l'action RSE, et là, on est à la fois sur sa conception personnelle de ce qu'on a envie d'avoir dans son assiette. Finalement, le monde dans lequel je vis, je le décide un peu en choisissant ce que je mets dans mon assiette, d'où un peu plus de flexivore en ce moment, et pas simplement pour des choix perso, aussi parce que les acteurs de la restauration aujourd'hui, il y a souvent un petit peu moins de viande, plus de jus de viande, et puis finalement, on arrive à des assiettes qui sont magnifiques et très gustatives. Donc là, on est sur une rencontre entre l'offre et la demande. Et il n'y a pas de réticence de savoir que, du coup, c'est une offre de restauration qui est faite à partir... Donc, c'est ça... C'est fait par un chef. Mais tu verrais, je t'invite. On n'a pas été les premiers à faire ça. Il y a déjà des chefs par le passé qui avaient fait des choses extraordinaires. Je me souviens d'un dîner au Trocadéro avec des dirigeants. Et donc, il y avait un chef, je ne sais plus lequel, étoilé, qui avait pris des fruits qui étaient plutôt passés, pareil pour les légumes, et qui en avait fait un repas absolument succulent. Là, c'est un petit peu pareil. On n'est pas sur des choses que les gens ne prennent pas dans les étals. On est plutôt sur, il y a tout un tas de légumes qu'on n'a pas consommés. Très bien. On va les retravailler différemment. Et en les retravaillant différemment, on arrive à faire des choses très bien. Alors, bien entendu, là, tout est dans l'enjeu de la personne qu'on va choisir. Donc, il faut quelqu'un qui est capable de retravailler tout un tas de bouts de fromage et qui arrive à faire un menu complet. D'accord, compris. Allez, pour terminer, Cyril, j'aimerais qu'on regarde ensemble, qu'on voit un peu des réalisations récentes que tu as bien voulu partager avec nous, et on va démarrer avec des campus. Des campus, en vrai, quand je dis campus urbains, c'est un peu les gros sites, versus les sites hybrides qu'on verra juste après. Le but, c'est de montrer que
justement les lieux se transforment et les espaces de restauration. Alors qu'est-ce qu'on voit Donc ici là, c'est la Tour Légende qui est l'ex-tour PB6 d'EDF, dans lequel on a créé en étage, avant c'était tout au -1, au -2, enfin c'était plutôt glauque, et on a créé un autre espace complémentaire qui est un peu l'espace que décrit, qui est un peu le côté bistronomique, business center aussi pour recevoir des clients, il y a une zone fitness, enfin voilà, on a créé un étage valorisé. C'est quand même du bureau qu'on a transformé en autre chose, donc ça veut bien dire qu'à un moment donné, on sacrifie du bureau, mais c'est de l'espace qui va être valorisé et qui va faire que les locataires vont louer facilement l'ensemble immobilier parce qu'ils auront ce service-là. Attention, il faut regarder, comme on disait, le coût direct, indirect, il faut regarder ce que ça peut amener. Donc, espace serviciel. Alors ça, c'est le campus Métal 57, qui est le siège de BNP. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un lieu ouvert sur l'extérieur. Alors, pour l'instant, il n'est pas ouvert, mais il est fait pour être ouvert sur l'extérieur, comme un food hall. Donc, c'est un food hall au rez-de-chaussée. Et demain, il peut être ouvert et les gens peuvent venir manger à l'extérieur. Donc, c'est une rue dans lequel vous avez des stands de food court thématiques, de qualité, avec un espace restauration sociale qui est le niveau au-dessus et un espace un peu plus VIP et autres. Mais c'est intéressant, c'est de voir que les gens se répartissent en fonction de leur envie, de leurs besoins et en fonction aussi des typologies de prix qui varient. Ce qui est intéressant, c'est ce que tu dis, c'est cette ouverture, puisque j'en entends de plus en plus parler aussi de cette ouverture vers l'externe et vers son quartier. Voilà, donc nous on a travaillé tout l'aménagement et le modèle avec eux sur cet aspect-là. Justement pour le repenser, parce que ça demande à rebousculer les cahiers des charges. Donc c'est Paris Victoire, qui est un centre d'affaires qui se renouvelle en permanence. Et clairement, là, on a créé un vrai lieu de barista, de lieu de vie, etc., qui est au centre et qu'on voit aussi à droite. Vous avez un espace de restauration alternative, un espace de restauration. Il faut toujours une restauration dite de masse quand même, parce qu'il y a quand même des flux à répartir. Mais cette restauration de masse, elle est plutôt dans un format bistronomique, très food court de code qu'on peut retrouver dans les restaurants commerciaux. Et ce qu'on voit là, c'est ce que on a vu dans ton enquête, c'est la variété aussi aujourd'hui, on n'a pas l'impression d'être au bureau. On n'a pas l'impression d'être au bureau. On n'est plus du tout dans la cantine, les gens sont heureux, comme on imaginait. Ils peuvent choisir en fonction de leur envie le lieu, plutôt que de sortir. Donc on les garde sur place et ça c'est un immeuble qu'on a retravaillé où il y avait un hall basique, etc. Et on a créé du barista café, on a créé un lieu aussi événementiel qui est un lieu mixte où on peut faire de la restauration, mais on peut aussi faire des événements. On a l'extérieur qu'on a retravaillé avec un food court pour l'été pour pouvoir animer aussi l'espace extérieur. Est-ce que ça coûte très cher de refaire tous ces espaces? Ça coûte un investissement, mais d'un autre côté, on a travaillé avec... Le locataire était prêt à partir de l'immeuble. Il a dit, je rends 5 000 m² sur les 22 000. Si vous me développez du service, donc il a signé un bail sur le long terme. Il a pris des engagements de redévelopper du service pour correspondre aux nouvelles attentes avec des lieux de coworking, de barista, etc., d'offres de restauration. Donc le propriétaire, également, il a un immeuble hyper attractif. Et les 5 000 sont quasiment loués parce que les gens qui viennent voir, ils disent, c'est super. Donc on a un immeuble serviciel. Donc, et surtout, ce qu'on voit, c'est que ces espaces, ils peuvent servir pas seulement au moment de la restauration. Avec différents usages. C'est ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà. Alors, et dans les lieux plus hybrides, c'est les immeubles de petite taille, souvent qui vont être en dessous de 15 000, qui tournent. Par exemple, 16 Matignon, on a développé un lobby d'hôtel dans lequel vous avez une offre, je dirais, entre guillemets, le bar toute la journée ouvert avec boissons hautes, même la bière a cartonné pendant le Covid parce qu'il n'y a pas de bar ouvert, je peux vous dire que ça... Et le soir, ça marche bien. Le restaurant milieu de gamme et un restaurant gastronomique haut de gamme. Il y a même s'il marche bien, le restaurant gastronomique où ils reçoivent des clients, ils ont même recréé chez eux, les locataires, encore des lieux encore plus haut de gamme. Donc, en fonction de la typologie de clients qu'ils reçoivent. Voilà, et donc on voit bien que c'est des codes qui ne ressemblent pas à... du tout. On se retrouve dans un hôtel dans l'approche. Exactement. Tout à fait, carrément. Connect. Ça, c'est un immeuble plutôt tertiaire, mais très hybride, dans lequel, justement, le but a été de dire il faut d'abord avoir un lieu qui est un lieu de coworking, de travail, de détente, et on va y manger. Et dedans, vous avez une boutique, en vrai, qui est évolutive toute la journée. C'est un lieu où il y a des immeubles qui s'ouvrent, qui se ferment, et vous avez un petit déjeuner, façon teuée du matin. Le midi, vous avez une offre à la fois de bistronomie et de restauration rapide dans un même lieu très hybride. Et l'après-midi, c'est un lieu de pause. Et donc, tout ça se transforme. C'est comme de la scénarisation la journée. Et les gens ont l'impression d'avoir un lieu qui est totalement différent, mais ils peuvent consommer dans l'espace de la boutique ou demander à l'hôtesse de salle de leur servir à table une prestation. Donc, on a cassé, tout disrupté les modes de fonctionnement qu'on avait avant dans des... Et dans la déco, on voit beaucoup de bois, on voit beaucoup de couleurs. Beaucoup plus qu'avant, des alcôves. Il a été livré comme à la maison, confortable, il date de 2 ans, mais 2 ans on était dans des codes très scandinaves, etc. Et puis maintenant on va commencer à être dans le flashy et autres. Iconic Lyon, là qu'on a travaillé dernièrement, qui est un immeuble dans lequel Nexity s'est installé sur une partie. Et là, pareil, on a un espace qui est un lieu de vie et on peut y déjeuner, pareil, dans les formats. C'est-à-dire qu'on rentre dans une salle à manger, on peut faire plein de choses, et après il y a une zone où on peut consommer si on veut. Donc c'est pas une obligation. Donc on voit bien que tous ces codes montrent que
qu'on n'est plus du tout dans des codes classiques de grande tablée, grande cantine. Étoile Pardieu, où là vraiment on a plein de lieux différents. Alors là, il n'y a pas de cuisine, entre guillemets, c'est vraiment un lieu très hybride. Okay. C'est une cuisine d'assemblage, pas une cuisine de production. D'accord. Où on mélange à la fois de la food tech, mais on va avoir un corner aussi, on fait du show cooking, on va mettre, etc. Et il y a le côté animation des lieux, parce qu'il y a des business centers, il y a plein de choses. Il y a l'hospitality qui va piloter tout ça, qui va piloter le restaurateur et qui va piloter l'accueil, plus l'animation de ces différents lieux. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui sont en train de s'imbriquer dans la démarche, mais des lieux qui ne ressemblent pas à des zones de restaurants. Super, pas du tout. C'est vrai que là... Donc, en fonction des tailles, on peut adapter, mais on peut avoir des lieux qui sont plus hybrides, c'est-à-dire qu'on compacte les budgets de charge et la manière de gérer les différents espaces. Et le lien avec l'hospitality, pour moi... c'est le lien humain qui est important. Exactement. On se rend compte de l'évolution des codes, c'est incroyable. Déjà, l'évolution de l'aménagement et des codes moi, je m'amuse beaucoup espaces. En ce moment parce j'imagine. On me laisse l'altitude de faire plein de choses en aménagement et en nouveaux modèles. C'était très, très chouette. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir partagé ces exemples et ces réalisations. Et bravo. Merci à vous trois. Merci Catherine. Merci Emmanuel. Merci Cyril. C'est sur ces paroles que nous allons conclure cette table ronde. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau qui vous est ouvert quand vous voulez. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine table ronde. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.